Bon, je vais vous dire un mot sur Laurent Legendre. Donc Laurent, on s'est connus il y a une vingtaine d'années quand je travaillais au parc de la Tête d'Or. Voilà. On avait une grosse collection de plantes carnivores et Laurent est un des grands spécialistes des plantes carnivores. Il a travaillé, donc c'est un universitaire, un professeur d'université. Il a travaillé en Australie, il a travaillé aux États-Unis. Il est enseignant aujourd'hui entre l'université de Lyon et l'université de Saint-Étienne. Et en fait, Agnès a souhaité l'inviter pour quelque chose d'assez incroyable. Enfin, moi, je suis extrêmement admiratif de Laurent, parce que dans nos univers, vous avez les systématiciens qui travaillent sur les plantes vivantes, les écosystèmes, la nomenclature. Vous avez des gens qui sont dans le domaine de la génétique des plantes. Et puis, vous avez tout un univers encore qui a été assez peu abordé, c'est tout le côté chimique, biochimique, biosynthèse des éléments. Et donc chacun a sa discipline. Et en fait, Laurent est assez incroyable parce qu'à travers sa formation, je ne sais pas s'il aura le temps d'en parler, il est venu nous faire, quand j'étais au Parc de la Tête d'Or, des conférences brillantes pour nos apprenants, pour nos jardiniers. Il est à la fois dans le domaine de la génétique, en même temps dans le domaine de la chimie et en même temps dans le domaine de la systématique, puisqu'il a contribué dans le domaine de la systématique à une révision complète, notamment de certains groupes de plantes carnivores, les pinguicules. Il fait partie d'un groupe mondial de révision de certains genres de pinguicules. Donc c'est quelqu'un de brillantissime, extrêmement pédagogue, et on a vraiment de la chance de l'avoir cet après-midi. Bon, merci Frédéric. C'est un peu trop élogieux. Je vais tenter d'être à la hauteur. Mais bon, je profite déjà que j'ai le micro pour remercier Agnès, apparemment toute la famille Nicolas, jusqu'aux plus jeunes, et puis toute l'équipe qu'ils ont réussi à mobiliser autour pour faire de ces journées quelque chose de sympathique, où on peut discuter et voir des choses nouvelles. Donc je vais moi-même vous emmener vers des choses un peu différentes. Donc on vient de bien manger, il faut rester sur le thème de la nutrition. On va parler de la nutrition des plantes et comment cette nutrition a pu jouer un rôle dans l'évolution des plantes. Alors, à la demande d'Agnès, j'ai redessiné l'arbre de la vie tel qu'on le voit actuellement, avec tous les différents règnes. C'est basé sur des comparaisons de génomes. Donc les génomes les plus proches sont groupés, les plus éloignés sont plus éloignés. Et ce qu'on voit, c'est que tout ce qui vit, enfin tout ce qui est connu en tout cas de vivant sur Terre, se regroupe en 3 grands domaines. Vous avez cet immense domaine des bactéries. Vous avez un domaine des archées, qu'on appelait avant les archébactéries, et puis les eucaryotes. Donc caryotes, ça veut dire noyau, c'est-à-dire qu'ils ont leur patrimoine génétique qui est empaqueté dans un noyau, et ce n'est pas un ADN qui flotte librement dans la cellule. Et donc tout ce qui est avant, c'était prokaryotique, c'est-à-dire avant l'invention du noyau. Alors nous, en tant qu'êtres humains, on est dans les métazoaires, on est par là, les champignons sont là, et les plantes sont ici. Alors, tout ça, vous voyez bien que dans ces relations phylétiques, on voit bien qu'il y a un ancêtre unique qui a été baptisé Lucas. Donc c'est pour le Last Universal Common Ancestor. Et on ne sait pas à quoi il ressemblait. Donc je me suis un peu lâché. Bon, c'était vraisemblablement une cellule qui devait ressembler plus à une bactérie qu'à un être humain. Et il y avait peut-être plusieurs Lucas à l'origine. Mais il y a eu beaucoup de phases d'extinction, il s'est passé beaucoup de choses depuis l'apparition de la vie sur Terre. En tout cas, tout ce qu'on a étudié à l'heure actuelle dérive d'un ancêtre unique, à défaut qu'on trouve autre chose. Et toute cette vie, très nombreuse, vit sur une seule planète, en quasi-isolement du reste de l'univers. Alors c'est un quasi-isolement, mais c'est assez proche. Ce qui veut dire qu'il y a eu des compétitions pour les ressources, et il y a aussi un certain nombre de coopérations qui sont nées entre ce qui vit sur Terre. Alors je vais plus insister sur le côté positif de ça, c'est-à-dire sur ces coopérations dans le vivant, parce que s'il y a bien quelque chose qui caractérise les plantes, c'est leur capacité à coopérer, même avec ce qui pourrait être méchant pour eux. Alors pour bien comprendre ça, il faut revenir à la base, c'est-à-dire de quoi a besoin le vivant pour vivre. Ça a besoin de 2 choses, ça a besoin d'énergie et puis d'atomes. Donc l'énergie, elle sert à plein de choses. Elle sert déjà à organiser tout ce qui est dans les cellules. Alors le vivant, c'est vraiment caractérisé par quelque chose qui est très ordonné. Vous avez à la fois l'organisation des cellules, si on prend le corps humain, bien les ranger au bon endroit, et puis à l'intérieur de chaque cellule, chaque molécule a une place bien précise. Tout est empaqueté, embobiné, rangé. Bon, quiconque a rangé sa chambre sait qu'il faut beaucoup d'énergie pour faire ce genre de choses.
Et donc ça, c'est une grande source de consommation d'énergie pour le vivant. Il faut aussi créer des liaisons entre atomes pour créer des nouvelles molécules, et puis il faut de l'énergie pour bouger. Alors, les atomes, il faut un peu de tout. Certains sont nécessaires en quantité très importante, et ça, c'est pour construire toutes les molécules du vivant. Donc, c'est le NOH, etc., l'azote, le phosphore. Certains sont des contre-ions, calcium, magnésium, calcium, sodium, chlore. Et puis, il y a ceux qu'on a besoin en traces. Donc, c'est un peu comme les 5 fruits et légumes par jour. Il faut un peu de tout pour construire toute la machine. Alors, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est que tous ces atomes, ils ne sont pas présents dans une seule niche sur Terre. Ils vont se retrouver à plein d'endroits, sous des formes chimiques différentes, et c'est là où la diversité du vivant va essayer de sourcer un peu tous ces atomes dans tous ces endroits. Alors, je vais vous parler plus spécialement du carbone. Alors, le carbone, c'est très lié au vivant. Alors, une des raisons, c'est qu'en fait, pour la plupart des organismes vivants sur Terre, c'est l'oxydation de la matière organique carbonée qui génère l'énergie. Donc on a les voies respiratoires qui vont oxyder ce carbone sous sa forme la plus oxydée, qui est le dioxyde de carbone. Alors les plantes, vous, moi, font ce genre de choses. La magie des plantes, c'est qu'elles savent utiliser l'énergie solaire par la photosynthèse. Vous avez aussi des algues photosynthétiques, puis des bactéries photosynthétiques. Tous ces organismes qui font la photosynthèse ont cette magie d'utiliser l'énergie du soleil pour faire la réaction inverse. C'est-à-dire qu'ils font repasser le CO2 sous une forme réduite du carbone qui est de nouveau énergétique. C'est-à-dire qu'ils refabriquent des molécules énergétiques que le reste du vivant peut consommer. Et en même temps, cette photosynthèse, elle produit une molécule qui est l'oxygène, qui est un oxydant puissant, qui va favoriser ces réactions d'oxydation, et ça rend le cercle encore plus vertueux. Et à partir de là, le vivant va piéger le carbone dans la biomasse. Et ça va augmenter la part de la biosphère au détriment du CO2 qui est dans l'air. Et puis au détriment du fait qu'il ne faut pas oublier que le CO2, il se dissout dans les eaux, les rivières, les océans, donc tout ce qu'on appelle l'hydrosphère. Et là, éventuellement, quand il est dissous dans l'eau, il y a un examen de rattrapage. On peut retrouver des bactéries photosynthétiques, des algues qui peuvent réaliser la photosynthèse. Et c'est un peu l'examen de rattrapage pour remettre le CO2 dans la biosphère pour générer de la biomasse du vivant. Si ce n'est pas fait, l'étudiant a échoué ses 2 examens, le CO2 part, et là, il va être sédimenté. Donc, il va s'incorporer dans les roches. Éventuellement, la matière organique morte peut faire pareil, les charbons, le pétrole, tout ça. Et tout ça, c'est incorporé dans la lithosphère, c'est-à-dire dans les roches. Et c'est le volcanisme et la combustion qui va les remettre dans l'air. Et là, notre carbone revient ici. Donc ça, c'est tout le cycle du carbone qui, vous voyez, passe par un état du vivant, il va dans des roches, il va dans de l'air, et tout ça, c'est géré ensemble. Molécules ultra dépendantes pour le vivant, et pourtant, si on est très factuel, et les chimistes comme moi, on est, hélas, très froid là-dessus. Je dois vous dire une chose, c'est que le carbone, c'est le 13e élément chimique en termes d'abondance sur Terre. C'est le 14e, ce n'est pas le plus abondant, pourtant toute la vie en dépend. Et si on les pèse, on s'aperçoit que c'est seulement 0,9% de la masse de toutes les terres et de tous les océans qu'est le carbone. Donc la vie repose sur 0,9% de la poids de notre planète. Et alors le CO2 dans l'atmosphère, on dit toujours il y en a trop. Oui, c'est vrai, mais enfin il y en a 0,0413% dans l'atmosphère. Donc c'est un gaz qui est fifrelinesque dans ce qu'on respire. Mais c'est lui qui fait fonctionner toute la photosynthèse et qui nous reproduit du carbone énergétique, qui fait le cochon de lait et qui fait des choses sympas. Alors, c'est vrai que ce CO2 a beaucoup augmenté, mais ça reste très très faible. Voilà, donc il y a quand même une magie du vivant. Donc ça a été dit par des prédécesseurs. Yamama en a parlé ce matin, Sylvie hier. Enfin, oui, cette magie de la photosynthèse a fait exploser le vivant, parce qu'elle a mis ce carbone sous une forme qui donne l'énergie pour que tout le monde puisse avoir de quoi manger. Alors ça, c'est le point de vue de l'extérieur. Maintenant, si on regarde le point de vue de la plante, elle, la photosynthèse, ça a avantages et inconvénients. L'avantage, c'est l'autonomie énergétique. Et puis les événements récents, l'actualité nous a montré que l'indépendance énergétique, ça a ses avantages. Cela dit, l'inconvénient, c'est qu'il faut faire avec la lumière. Or, la lumière, ça vient, ça part. Le jour, la nuit, il y a des nuages qui passent, il n'y a pas de nuages, il y a du soleil, pas de soleil. Bref, c'est une énergie qui est fluctuante, donc il faut gérer ça. L'EDF sait que ces trucs fluctuants, c'est compliqué. Ensuite,
le soleil, c'est quelque chose que tout ce qui vit sur Terre essaye d'éviter. Nous, on évite l'exposition solaire trop prolongée, on chope des cancers, et c'est parce que les rayons solaires sont très énergétiques. Ils peuvent casser notre ADN et générer des dégâts. Ça détruit nos molécules. Donc normalement, tout ce qui vit sur Terre se planque du soleil quand il y en a trop. Le végétal a fait avec. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dépendre du soleil pour sa source d'énergie, bon, c'est bien beau, mais pour ça, il faut pouvoir mettre ses feuilles là où il n'y a pas d'autres feuilles. Donc là, vous avez le début, pour moi, de ce qui va faire une évolution du vivant, c'est que les plantes doivent toujours aller conquérir des espaces où il n'y a pas d'autres plantes. Donc de là, il faut faire tourner la machine évolutive pour créer des solutions à des problèmes. Donc c'est ce qu'on va voir là. Donc ça a été, apparemment, il ne faut pas dire conquête, ils n'ont pas conquéri militairement, ils sont adaptés à la vie terrestre. Parce que si on reprend toute cette évolution, les plantes, elles ont commencé leur vie dans les océans. Donc on peut visualiser ça, il y a encore des algues à l'heure actuelle. Et puis de développer des tissus durs, donc ce qu'on appelle l'axe aérien dressé, donc les cormophytes, de cormos, le tronc. De rigidifier les feuilles, ça permet de les positionner face à la lumière sans utiliser la portance de l'eau. Tant qu'on est dans l'eau, il n'y a pas de souci, les feuilles sont bien orientées. Dès qu'on en sort, si on ne veut pas être tout flasque, il faut pouvoir les positionner. Donc ça, c'est ce qu'on voit encore dans toutes les mousses à l'heure actuelle, par exemple. Ensuite, si on veut mettre ces feuilles au-dessus des feuilles des autres, il faut avoir un tronc qui grimpe. Le problème de faire un tronc, c'est que, d'ailleurs, on a entendu plusieurs fois, ce n'est pas un vrai tronc, c'est un faux tronc. Enfin, on voit bien que dès qu'on commence à allonger l'axe, ça pose des problèmes de conduction de sève pour monter la sève et puis la descendre. Et puis en parallèle, il faut essayer de développer des racines, parce que plus l'arbre est grand et plus il faut sourcer de l'eau, des minéraux à grande distance. Donc il faut une usine de pompage. Bon, après, le reste de l'évolution a plus porté sur la reproduction pour l'affranchir de l'eau et puis protéger les descendants, se fidéliser des pollinisateurs, etc. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des racines. Ça va être le gros de mon propos. Parce que je pense que c'est certainement la partie des plantes qui est la moins vulgarisée. On peut prendre les ouvrages, moi je ne vois jamais les racines. Bon, ça c'est mon rêve, ça va peut-être arriver. Or, c'est la moitié de votre plante. N'oublions pas ça. Ensuite, point très important que Yamama a mentionné ce matin, il y a de la vie dans le sol. Ah, ça m'a plu. Plus d'un titre. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les racines jouent un rôle énorme pour dynamiser la vie du sol. Pas de racines, beaucoup moins de vie dans le sol. Donc à la fois, on peut dire que la photosynthèse a fait exploser la vie sur Terre. Oui, mais les racines ont rendu le sol vivant. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir. Et ça n'a pas été une évolution simple. Ça a fait appel à beaucoup de fonctions, beaucoup de contraintes. Donc c'est ce que je vais essayer de vous détailler. Donc j'ai développé ma présentation. D'abord, le développement des racines, peu de gens les connaissent, les fonctions, puis les contraintes. Alors le développement d'une racine, pourquoi une racine pousse ? Eh bien, en fait, la croissance racinaire, c'est un moyen pour la plante de se déplacer. On dit toujours que les plantes sont immobiles. Techniquement, c'est faux. En fait, elles poussent et elles vont ailleurs. Et en fait, c'est en poussant qu'elles vont ailleurs. Donc la croissance racinaire, c'est un moyen d'explorer le sol, d'aller à droite, à gauche. Donc elle se déplace. Cette croissance, quand on regarde une racine, on s'aperçoit qu'au bout, il y a une coiffe, et puis il y a tout un mucilage qui est autour, qui la protège des pierres et des aspérités pour pas qu'elle se blesse en descendant à travers le sol. Toutes les multiplications cellulaires, pour la racine, elles se font ici. Les multiplications de la coiffe se font en dessous, autour de ce centre quiescent, donc ces grosses cellules ici. Et puis, quand les cellules sont un peu plus vieilles, elles se différencient, font des poils absorbants, ce qui augmente la surface de contact avec le sol et donc la capacité de prélever l'eau et les minéraux. Alors, ce qu'on voit là, si on est bien habitué aux tiges, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun bourgeon pour faire des racines latérales. En fait, ils ne sont pas préformés comme dans les tiges. Ce qui veut dire qu'une racine, elle peut faire des racines latérales où elle veut à volonté. Et ça, c'est quand même magique. Alors, cette naissance des racines latérales, elle prend sa source tout près du centre de la racine. Donc, au centre, on a tous les vaisseaux conducteurs. Et contre les vaisseaux conducteurs, on voit un petit bourgeon qui apparaît, il grossit. Et en fait, la racine, au démarrage, elle va croître à travers la racine. Donc, elle casse tout. C'est une énorme blessure. C'est comme si nos bras, ils sortaient du corps, ils ouvraient le ventre, on saignait de partout, et ça sortait comme ça. Donc, au début, c'est quand même assez violent comme système. C'est-à-dire, ça a un avantage énorme. C'est que ce mécanisme-là, il peut aussi être fait sur des tiges.
Donc les racines peuvent faire des racines, et puis les tiges peuvent faire des racines aussi. Donc cette invention a été pas mal, à double titre. La plante maintenant peut créer des racines un peu où elle souhaite. Ce qui nous, on l'utilise en bouturage. On coupe une tige, toc, les racines sortent. Voilà. Et ça, c'est simplement par le simple fait que c'est comme ça que les racines se développent. Donc selon ses besoins, elle peut faire des racines comme elle veut. On a vu que tous les vaisseaux conducteurs étaient au centre dans les racines, or dans les tiges, ils sont assez espacés. Alors ça, c'est pour des raisons mécaniques. C'est-à-dire que ces vaisseaux conducteurs, c'est ce qu'il y a de plus dur dans les tissus végétaux. Donc ils font la force mécanique en grande partie. Et donc quand une racine pousse, elle doit forer le sol. Donc elle met ses vaisseaux au centre comme une foreuse pour vraiment descendre. C'est comme une mèche de perceuse. Alors que quand on est dans un tissu aérien, c'est plus intéressant de répartir ces tissus un peu plus durs, un peu comme on le fait dans nos bâtiments en répartissant toutes les colonnes et tous les murs autour de la pièce. Le bâtiment est quand même plus stable. Voilà, donc c'est une gestion mécanique, et entre les deux, c'est un peu comme les rails de la SNCF, il y a des emboîtements. Et ça, c'est ce qui se passe à la jonction entre le sol et l'air. Vous savez, cette zone de collet. Voilà. Donc c'est pour ça qu'elle est toujours un peu plus dure, un peu différente au toucher. Alors, il y a deux grands systèmes racinaires dans les plantes qu'on connaît, qui ont une valeur taxonomique, d'ailleurs. Il y a le système en pivot. C'est-à-dire c'est une racine centrale qui pousse très profond, d'où partent des racines secondaires latérales. Alors ces systèmes pivots, ils sont très adaptés aux grands arbres pour les tenir, et puis ils sont très adaptés à des situations où il pleut beaucoup, puis après il ne pleut plus du tout. Donc on a une énorme couche d'eau qui va sur le sol, puis elle va descendre en profondeur. Plus la racine est profonde, plus elle peut pomper cette eau au fur et à mesure qu'elle descend. Maintenant, les monocotylédones, ils ont une racine centrale qui sert juste à ancrer la graine à la germination. Puis après, cette racine centrale, elle meurt. Puis ce sont des racines séminales qui partent de côté. On a un système racinaire qui va être fasciculé. Il est plus diversifié, il est plus en surface. Ce qui fait que toutes ces monocotylédones, elles sont plus adaptées aux régions arides, là où il pleut peu. Et en fait, la pluie ne mouille que la couche de sol de surface. Elles ont des racines en surface, elles la prennent très vite avant qu'elle s'évapore. Donc elles sont plus adaptées à ça. Et comme elles explorent un sol qui est plus en surface, alors que les autres vont avoir une exploration du sol plus en profondeur, finalement, on va avoir des associations beaucoup plus faciles entre graminées, par exemple, et puis un arbre. Parce qu'en fait, ils ne mettent pas leurs racines au même endroit. Donc, du moment qu'ils trouvent tous leurs ressources en minéraux et en eau, ils peuvent pousser ensemble. Il y a moins de compétition racinaire. Alors, maintenant qu'on a tout le développement, on va passer aux fonctions. Alors, la fonction primaire que tout le monde connaît, c'est que la racine, elle est là pour pomper l'eau et les minéraux. Super, ça, c'est enseigné en lycée. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Là où je vous emmène, c'est qu'en fait, une racine, elle est faite d'une double peau. Donc, il y a le rhizoderme, la peau externe, qu'on voit très bien. Et en fait, il y a un endoderme. Donc, un derme interne, une peau interne, qui entoure tous les vaisseaux conducteurs. Alors, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, l'eau et les sels minéraux, ils peuvent se balader, ils peuvent entrer, ils peuvent ressortir très librement en passant entre les cellules à la fois du rhizoderme, mais aussi de cette partie, de ce tissu qui est sous-jacent, toute l'écorce ou qu'on appelle aussi cortex. Par contre, il leur est impossible de passer entre les cellules de cette peau interne. Cette peau interne, elle est très étanche. Les cellules sont très jointives, elles ont des parois très serrées, ce qu'on appelle le cadre de Caspari, parce que quand on fait des coupes au microscope, c'est très dense, donc ça, on le voit très très bien. Et là, pour que l'eau et les minéraux passent, ou pour que les sucres de la photosynthèse ressortent, il faut passer à travers les cellules, et ça se fait par des transporteurs spécifiques qui contrôlent exactement tout ce qui rentre, tout ce qui sort, selon la génétique et les besoins de la plante. Alors, on reviendra là-dessus, c'est une notion importante. Alors, cette zone où la plante va pomper l'eau, etc., alors, il ne faut pas croire que la plante, c'est juste une éponge qui suce le jus du sol. Non, c'est vachement plus compliqué. Alors, une première chose, c'est que la plante, elle va dissoudre un peu le sol qui est autour d'elle. Et cette zone d'influence de la racine sur le sol, on l'appelle la rhizosphère. C'est la zone de sol qui est influencée par la racine. Alors, comme les étudiants, on leur dit, voilà, merci pour le lancement du film, on leur dit, voilà, ça sécrète de l'acidité, c'est super. Je vous montre un film. C'est fait par des collègues chinois, on est sur un sol transparent, synthétique.
avec une plantule de soja qui est en croissance. C'est une photo en time-lapse, ça c'est la nuit. Et à l'intérieur, ils ont incorporé un indicateur de pH qui est violet quand le sol est neutre et jaune quand il est acide. Et comme vous avez vu dans l'évolution de cette vidéo, le jaune qui arrive, c'est l'acidité qui est sécrétée par la racine. Donc ce que j'espère, c'est que ce film va vous convaincre quand on dit qu'une racine sécrète, c'est pas fifrelinesque, ça sécrète beaucoup. Elle arrive à acidifier tout le pot. Donc cette zone rhizosphérique, c'est-à-dire la zone qui va être acidifiée par le sol ici, et on verra qu'il y a plus, elle est plus grande que le petit millimètre de la racine. Alors on va revenir dessus, parce que c'est assez important pour d'autres notions. Mais avant, je vais passer à la fonction numéro 2, qui est la fonction d'ancrage. Tout le monde sait, les racines, ça sert à ancrer la plante. Enfin, ce n'est pas juste un crochet comme une toile de tente. Vous avez plein de phénomènes évolutifs qui permettent aux végétaux de s'accrocher à des contextes très différents. Donc vous avez plein de racines spécialisées par l'évolution. Par exemple, beaucoup de ces bulbes, ils ont en fait, c'est comme le lys, ils ont des racines qu'on dit contractiles. C'est-à-dire que la racine peut rétrécir et ça va tracter le bulbe dans le sol. Donc ceux qui cultivent des jonquilles ou des tulipes, des choses comme ça, on les plante à 10 cm du sol, puis quand on va les rechercher, ils sont à 15 ou 20 cm. Donc il faut se demander comment est-ce que le bulbe il a pu descendre dans le sol. Voilà, c'est par ces racines qui arrivent à se contracter et à tirer vers le fond le bulbe. Sinon, il finirait par sortir et avec l'érosion, il ne serait plus dans le sol. Quand on a des plantes qui ont des tiges longues, il y a souvent des racines de renfort. Alors ici, c'est le cas du maïs, qui va sortir, vous le verrez dans les champs, l'été, il sort des racines de soutien, c'est des choses très grosses qui ne s'ancrent pas très profond, mais qui vont reposer la tige, et c'est un peu comme nos cathédrales, il y a des sortes de piliers de soutien. Bon, on connaît tous les racines aériennes du lierre qui font crampon pour s'accrocher, et le lierre n'est pas la seule liane à faire ça. Et puis, quand le sol n'est pas très profond, on peut avoir ces racines contreforts, c'est des racines très épaisses qu'on voit beaucoup en zone tropicale, où les sols sont très légers. Donc il n'y a pas assez de sol pour que la racine pénètre et s'accroche. Donc la racine, elle grossit et comme ça tient mieux. Donc vous voyez, tout ça, c'est des évolutions qui ont demandé la création de gènes qui ont des fonctions pour faire tout ça. Et ça permet en fait aux végétaux de s'ancrer dans plein de types de milieux. Alors maintenant, une autre fonction des racines, on va aller un peu plus vers des choses moins connues, c'est le stockage. Alors, les racines, c'est vraiment une grosse zone de stockage. Alors, on le sait à plus d'un titre, hein, on mange les carottes, les patates douces. Quand on regarde sur le marché, le nombre de racines qu'on mange, c'est énorme. Donc il y a énormément de plantes qui font l'amidon et qu'on va chercher sous terre. On a parlé des plantes à codex, les pachypodes. Bon, là, on n'est pas sur un pachypode, un adénium. Mais énormément de ces plantes qui veulent stocker de l'eau, elles le stockent à la base du tronc ou dans les racines. On a un peu les deux types. Et même les arbres là, qui sont autour, qui dorment depuis pour longtemps. Mais à l'automne, quand les feuilles sont tombées, juste avant que les feuilles tombent, les réserves minérales de ces feuilles, hein, l'azote, le phosphore, le potassium, est en fait rentré dans les tiges pour que les feuilles qui tombent n'en perdent pas trop. C'est allé dans les racines et tous ces minéraux, ils ont passé l'hiver sous terre. Et c'est la montée de sève de printemps qui va remobiliser tout ça, le faire remonter, nourrir les bourgeons. D'où la gymnothérapie, boire les sèves de printemps. Enfin, on sait tous qu'il y a des bienfaits pour l'être humain. Et c'est normal, c'est tous les minéraux de la plante, toute sa nutrition qui est allée dans les racines. Donc on peut se demander pourquoi les végétaux ils ont cette aptitude à utiliser les racines comme une zone de stockage. Elle est double, la raison. La première, elle est mécanique. C'est-à-dire que stocker, ça veut dire mettre du poids. Il vaut mieux mettre le poids en bas qu'en haut. On va dire quelque chose de stupide, c'est le grain de blé qui met tout son poids dans un épi et au bout d'une tige toute fine, le premier coup de vent, c'est l'averse. Bon, si la patate douce, elle met son poids sous terre, il y a du vent, elle ne tombe pas. Donc, il y a une question mécanique assez évidente, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup moins de prédateurs sous la terre qu'au-dessus de la terre. Et là, il y a plein de stratégies évolutives où des fois la racine descend, puis elle va mettre sa nutrition un peu plus loin. Comme ça, s'il y a un animal qui creuse sous la tige, il n'y a rien à manger. Et après, il faut réfléchir, enfin c'est l'être humain, lui il le fait très bien, il remonte la tige et puis il trouve le tubercule. Mais bon, il y a plein de stratégies pour aller planquer ça sous terre. Donc, voilà, d'ailleurs on fait pareil, on planque aussi des fois sous terre nos affaires. Alors, grande fonction maintenant des plantes, c'est là où il y aura le gros du discours, c'est la nutrition. Voilà, c'est un peu le message à vraiment retenir, les racines servent à nourrir et pas juste en minéraux et en eau, c'est beaucoup plus que ça.
Alors, un exemple que tout le monde connaît, c'est que les racines, comme sur pas mal d'orchidées du commerce, comme cette Vanda ici, mais les phalaenopsis qu'on achète font ça aussi, ils ont des racines vertes, photosynthétiques. Et si vous cultivez ces orchidées en appartement, vous avez dû remarquer que si vous leur enlevez la lumière au niveau des racines, ça vit mal, parce qu'elles ont besoin de cet apport photosynthétique. Alors, ça peut aller dans des cas extrêmes. Donc là, je vous donne une orchidée de Nouvelle-Calédonie, le Microta torquis aureophylla. J'ai traîné mon épouse jusque là-bas pour aller voir ça, parce que je devais le voir de mes yeux. C'est une plante qui vit sans feuilles. Toute sa photosynthèse est réalisée par les racines. Alors elle m'a dit me faire traverser la planète pour ça. Enfin, je lui dis c'est merveilleux. La racine fait toute la photosynthèse de la plante. Enfin, c'est quand même un truc unique. Elle n'a même pas besoin de ses feuilles. Bon, bref, je trouve ça fascinant. Donc c'est pour dire que les racines peuvent vraiment elles peuvent carrément prendre le rôle de photosynthèse des feuilles s'il le faut. On a parlé dans des présentations précédentes de plantes qui peuvent être parasites. Donc là, vous avez l'orobanche rameuse qui attaque le colza. C'est une vraie plaie agricole dans l'ouest de la France. Donc là, vous avez les fleurs d'orobanche. On voit très bien que cette plante d'orobanche, elle est vraiment fusionnée avec son hôte, qui parasite, donc le colza. Et là, si on colore en rouge les racines de l'orobanche, on voit que les racines de cette orobanche, elles ont poussé à l'intérieur de la racine de leur hôte. Là, on peut voir qu'elles ont fait un suçoir pour en sucer la sève. Donc ces parasites, là vous comprendrez, c'est la racine qui a poussé dans une autre racine pour aller prendre le travail de l'autre plante. À tel point que cette plante n'est plus photosynthétique, elle est totalement nourrie par son hôte. Alors ces plantes parasites, c'est pas que des petits trucs qui parasitent des gros. On a tendance à penser au buis, qui est une petite boule sur un grand peuplier. Non, vous avez ici la cuscute, donc la plante vampire, c'est une plante parasite là, qui parasite un acacia. Ça peut avoir un développement énorme. Et ce ne sont pas forcément ces plantes parasites que des plantes que l'homme n'aime pas. Tu sais, quelque chose qui attaque ces plantes à lui. Non, vous avez ici l'exemple de la pêche du désert australien. Donc ça fait partie des santaliers. Ça fait d'excellents jus de fruits. Petite confiture, mais bon, il n'y a pas beaucoup de chair. Et en fait, ce santalier, c'est une plante semi-parasite. C'est-à-dire qu'elle a de la photosynthèse, elle en vit, mais en même temps, ses racines vont parasiter l'herbe qui est autour, puis des fois quelques arbustes, s'ils ne sont pas trop loin. Donc là, c'est le grand arbre qui parasite les petites herbes. Et ça vous fait des fruits qui sont intéressants. Maintenant, point d'agriculteur, difficile à cultiver. Voilà, donc ces plantes parasites, il y en a une très grande diversité. Donc finalement, les racines peuvent aussi servir à parasiter des racines. Alors maintenant, là où je vais m'apesantir un peu plus, parce que ça commence à devenir médiatique, les messages ne sont pas toujours complets. Donc je vais essayer d'être plus complet et simple. Les racines établissent des relations à bénéfice mutuel avec les micro-organismes. Et c'est là qu'elles font développer la vie dans le sol. Alors, il y a des symbioses qui sont assez connues. Par exemple, ici, on est sur une légumineuse avec des bactéries du genre Rhizobium qui développent ces nodosités. Donc, si vous tirez un pied de luzerne, si vous cultivez du pois, des haricots dans votre jardin, vous tirez ça, vous verrez toutes les petites boules qui, en fait, hébergent ces bactéries qui travaillent pour la plante. Vous avez des champignons qui font des relations symbiotiques avec les plantes, donc les mycorhizes. Et soit vous avez des champignons qui, ici, colorés en bleu, poussent à l'intérieur de la racine, puis ils développent des sortes d'arbuscules pour faire une zone d'échange avec la plante. Et puis, toute la nutrition qu'ils stockent, ils le stockent dans des vésicules. Donc, on va appeler ces champignons des endomycorhizes à l'intérieur, qui sont arbusculaires et vésiculaires. Et puis, il y a des champignons symbiotiques qui ne vont parasiter, c'est pas un parasitisme, qui vont faire de la symbiose, mais ils ne vont rentrer que dans les couches de cellules superficielles. Et ils poussent beaucoup à l'extérieur de la racine. On va les appeler des ectomycorhizes, puisqu'ils sont majoritairement à l'extérieur. Bon. Donc on a nos grands groupes. Maintenant, à quoi servent toutes ces relations symbiotiques pour la plante? Je dirais à la base. Donc, Yamama, une fois de plus, mais tu le disais fort justement ce matin, j'écoutais tranquillement, je me disais, ouais, bonne introduction. Les bactéries, elles existaient avant les plantes. Bactéries et champignons, ils se sont adaptés au milieu terrestre avant les plantes. Ce qui veut dire qu'ils ont développé les potentialités génétiques de dégrader les roches et en manger les minéraux pour vivre
avant les plantes. Les plantes arrivent après, elles ont deux options. Option 1, je réinvente le fil à couper le beurre et je réinvente de la génétique pour faire pareil que les autres. Option 2, je fais copain-copain, donnant-donnant, je te donne de la photosynthèse, tu me donnes ce que tu sais faire avec tes minéraux. Donc, en fait, la plante, par ses symbioses, elle va sourcer une génétique qu'elle n'a pas. Elle n'a pas à la réinventer, elle le paye par sa photosynthèse qu'elle fait très bien. Autre explication, c'est que, vous voyez très bien ici les ifs de champignons, alors c'est très vrai des champignons, des mycorhizes. Ils vont faire une symbiose avec une plante, et vous voyez que l'if pousse dans le sol. Ce qui veut dire qu'une racine qui fait des mycorhizes, elle a des ifs qui partent dans tous les sens. Et en fait, tout ce réseau de champignons va explorer un volume de sol beaucoup plus grand que ce que la racine peut faire elle-même. Donc la plante, elle a moins à pousser, elle laisse pousser le champignon, qui lui va explorer plein de sol. Et en même temps, ce champignon, il peut aller mycorhizer une autre plante. Ce qui veut dire que le même champignon va faire de la symbiose avec deux plantes différentes. Et la chimie d'une plante peut aller dans le champignon qui va dans la plante d'à côté. Et comme ça, tous les végétaux arrivent à communiquer chimiquement, à se passer des informations, de la nourriture, etc. Et c'est comme ça qu'on voit que quand on a un espace naturel qui s'est construit avec toutes ces relations de champignons qui passent d'une plante à l'autre, et toutes ces plantes maintenant sont en réseau, il y en a une qui stresse, les autres stressent, il y en a une qui trouve de la nourriture, elle le donne et s'échange. Donc on voit bien que la forêt est beaucoup plus productive. Alors, ce qui n'est pas dit, à vos souhaits, ce qui est beaucoup moins publicisé, mais qui, à mon avis, est encore plus important, c'est qu'il n'y a pas que ces grands types de symbiose. En fait, les racines ont des relations symbiotiques avec des centaines de genres bactériens. Donc, moi qui fais du séquençage génétique sur ces racines et tous ces microbes qui leur sont associés, je ne trouve pas que 2-3 mycorhizes et... Non, je trouve des centaines, des milliers de genres qui travaillent en symbiose avec les plantes. Alors, on va voir comment ça marche. Mais déjà, il faut bien comprendre comment la plante rémunère tous ces gens avec qui elle va faire des relations positives. On a vu tout à l'heure qu'elle sécrétait des protons pour dégrader le sol, mais elle sécrète aussi des sucres, des acides aminés, des acides organiques. Il y a tout ce mucilage qui va finir dans le sol, ainsi que les racines les cellules de la coiffe qui se détachent de temps en temps. Donc tout ça, c'est de la nourriture. Les bactéries en profitent tout de suite. C'est le garde-manger, c'est open bar, elle se développe. Et pour éviter que ça devienne un bouillon de culture, la plante sécrète des antibiotiques sélectifs. Donc elle sécrète ce qu'on appelle des phytolexines, des petites molécules antibiotiques, et puis des protéines de défense, des protéines PR. Et tout ça, ça ne tue pas tous les micro-organismes. Non, ça ralentit la croissance ou ça tue certains groupes, ça n'affecte pas les autres. Et comme ça, la plante, elle va encourager la croissance de ce qui lui est bénéfique et réprimer la croissance de ce qui lui est négatif. Et comme ça, elle va s'inféoder, elle va recruter. Si vous voulez, c'est un peu comme les prises de CV, on garde les bons et on laisse tomber les moins bons. Et donc, elle va s'inféoder des bactéries qui gèrent bien avec elle. À partir de là, tous ces micro-organismes, ils font ce qu'ils savent faire avec leur génétique, que la plante ne sait pas faire. Ils dégradent des roches, ils prennent les minéraux, ils font de l'air, du sol. Et puis, à la fin, la plante, elle réabsorbe les sécrétions de ces micro-organismes et elle va même carrément manger son symbiote. Hop, elle réabsorbe le truc. Et comme ça, elle reprend toute la nourriture pour elle. Pour vous donner un ordre de grandeur, on considère qu'en moyenne, 17% de l'activité photosynthétique d'une plante est sécrétée par ses racines dans le sol. Ça veut dire qu'un cinquième de son temps de photosynthèse sert uniquement à nourrir la galerie au niveau des racines. Tous ces exudats, ils sont métabolisés en quelques heures par les micro-organismes. C'est extrêmement rapide parce qu'ils sont contre la racine, sitôt sécrétés, sitôt mangés, et eux, ils se multiplient tout de suite. Et environ un tiers va être incorporé dans le sol. Ce qui veut dire que la plante, elle mange 2 tiers, et 1 tiers, elle le laisse dans le sol. Ça augmente la vie du sol, ça augmente le carbone du sol, et c'est comme ça qu'on a autant de matière carbonée dans les sols. Donc si je résume, entre ce jeu de molécules qui nourrit et qui multiplient, puis des molécules qui tuent et ralentissent la croissance de certains, on va observer une diminution de la diversité génétique des espèces microbiennes quand on se rapproche de la racine. Mais inversement, plus on se rapproche de la racine, plus le nombre de micro-organismes, le nombre de cellules qui y vivent, augmente. Pour vous donner un ordre de grandeur, je dirais que la plupart des plantes que je teste, à 1 millimètre de la racine, il y a à peu près 100 fois
la densité bactérienne que je vais trouver à 1 cm d'une racine. Ce n'est pas un facteur négligeable. Et on considère que le contact de la racine, c'est la surface racinaire, c'est là où il y a le plus de vie sur Terre. C'est là où il y a une très grande richesse. Et ce qu'on a pu observer aussi au laboratoire sur des dosages, c'est qu'en fait, il y a un phénomène de coévolution entre la plante et le microbiote qui lui est associé. C'est-à-dire que quand la plante évolue, la chimie de ces substances sécrétées qui sont toxiques évolue. On voit bien qu'on ne fait pas les mêmes tisanes avec toutes les plantes, toutes les racines du plantes. Donc ce n'est pas la même chimie, et ça recrute un microbiote différent. Et les deux évoluent ensemble. 40 minutes. Merci. Ouf, c'est dur. Résultat, quand on perd une espèce végétale, on ne perd pas qu'une espèce végétale. On perd l'espèce et on perd le microbiote qu'elle a recruté et développé depuis des millions d'années. Voilà, donc on perd beaucoup de choses, beaucoup plus importantes. C'est que le haut de l'iceberg de ce qu'on perd. Alors ces micro-organismes, quand ils se baladent, ils sont plutôt dans cette zone intercellulaire ici. Et donc si on parle de toutes ces bactéries qui vivent dessus, il y a à la fois celles qui sont très visibles, qui font des nodules comme ça, et puis il y en a plein qui vivent qu'à la surface. Ici, on a coloré les bactéries en vert fluo, et vous voyez qu'elles se développent à la base des racines latérales et puis entre les poils absorbants. Donc elles font des sortes de colonies à la surface, comme ça. Et là, vous avez des centaines de genres bactériens qui affectent toutes les plantes. Alors, qu'est-ce qu'elles apportent aux plantes? Elles apportent du contrôle contre les maladies. Vous avez à la fois les maladies, les ravageurs, mais aussi tous les stress physiques comme la sécheresse. Ici, vous avez un concombre on a retiré la canne d'irrigation, donc ils sont morts de soif. Et là, c'est des concombres qu'on a semés avec une bactérie du genre Pseudomonas, et ils ont très bien survécu un épisode de sec. Ils peuvent aussi faire de la biofertilisation, à la fois nutrition, mais aussi ils modifient la balance hormonale de la racine. Et là, vous avez une racine qui a été inoculée avec une bactérie du genre Azospirillum, et on voit la densification du tissu racinaire. Ce qui veut dire qu'en partie, la morphologie qu'on voit sur une plante, elle dépend des microbes qui lui sont associés. Ils contribuent à ça. Alors, ces symbioses, les plantes le font beaucoup. Donc on a les chloroplastes, comme ça a été mentionné, c'est une ancienne endosymbiose, c'est celle qui a initié cette lignée des végétaux. Et alors les chloroplastes, il y en a dans toutes les cellules végétales, même quand elles ne sont pas vertes. C'est un peu le barbapapa de la cellule végétale, il peut être vert et photosynthétique dans les feuilles, il va stocker de l'amidon, c'est ces petits grains violets dans les racines, ou des pigments ici rouges dans la peau de la tomate, pour la rendre rouge. Et puis il y a cette mitochondrie qui est aussi un endosymbiote qu'on retrouve chez les champignons et l'homme. Alors, je vous ai dit, ils ne peuvent pas rentrer dans les cellules. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font dedans? En fait, ils sont techniquement pas tout à fait dedans. C'est-à-dire qu'à l'origine de cette relation, la bactérie ici, donc le chloroplaste ou la mitochondrie, elle est rentrée par invagination de la membrane plasmique, ce qui fait qu'elle se retrouve entre deux membranes, la sienne et celle de la plante. Et c'est ce qu'on a toujours maintenant. Mitochondrie et chloroplaste ont une double membrane, dont une membrane végétale. Donc elles ne sont pas vraiment rentrées dedans. Elles sont toujours un peu isolées. Alors, sur les contraintes, la première contrainte, c'est qu'il faut coordonner la croissance de la partie aérienne et de la partie racinaire. Donc, ça se fait par la nourriture. Les feuilles font du sucre qui descend les racines pour les faire pousser. Si les racines ne poussent pas, le sucre y remonte sous une autre forme et ça réduit le fonctionnement de la photosynthèse. Puis, il y a un jeu d'hormones qui descend et puis qui remonte. Ce sont les racines qui voient que le sol sèche. C'est elles qui envoient l'hormone pour dire aux feuilles « arrête de déshydrater, ici j'ai plus d'eau ». Pour les feuilles, ce qu'elles font, c'est l'évitement de l'ombre. Alors pour vous montrer rapidement, quand une plante est sous une autre, elle a tendance à s'étioler pour grimper au-dessus. Ça se fait simplement parce que la photosynthèse de la plante du dessus soustrait le rouge et le bleu. Celle d'en dessous a un spectre lumineux qui est modifié. À partir de là, ça va induire l'allongement de la tige et puis le raccourcissement de la racine. Alors je vous montre des exemples de laboratoire sur notre crucifère de labo. Ici, c'est la graine. À l'obscurité, la tige s'étiole, et puis la racine est toute petite par rapport à une plante qui a de la lumière où la tige est petite et la racine est très grande. Et on peut mimer cet effet en donnant cette lumière modifiée. On a diminué la croissance racinaire puis augmenté l'allongement. Alors ça se produit chez nos plantes cultivées. Ici, la carotte, quand vous plantez trop dense, les feuilles se font de l'évitement de l'ombre. Les parties aériennes sont plus grandes, mais la carotte est aussi plus petite. C'est-à-dire que la plante, elle ne peut pas faire pousser les deux d'un coup. Donc, si elle envoie la croissance aérienne, elle ralentit les racines. Autre chose, les racines, le gros problème, c'est que pousser sous terre, il y a moins d'oxygène. Puis alors, carrément, quand il y a de l'eau, c'est mortel.
C'est comme vous et moi, elle a besoin de respirer. Donc là, il y a des stratégies évolutives, les pneumatophores. Donc ce sont des extensions de la racine qui sortent de l'eau pour prendre l'air et l'envoyer au fond des racines. Ou alors, elle crée des grands méas, comme ici chez le maïs, donc des aérenchymes, à travers lesquels l'air peut circuler dans une racine qui est dans l'eau et complètement inondée. Comme ça, la racine respire. Autre chose, c'est que quand une racine, elle doit pousser vers le bas, alors comment elle fait ça? Parce que des fois, elle tombe sur un caillou qui la force à pousser à l'horizontale, puis après, il faut recourber vers le bas. Bon, c'est très simple. Elles utilisent des statolites. C'est des petits organites très durs, très lourds, qui tombent au fond des cellules. Et le flux d'hormones de croissance, il va être dévié par ces statolites pour remonter sur les côtés, et c'est ce qui induit une croissance vers le bas. Et puis quand la racine est à l'horizontale, le flux, les statolites, ils vont sur le côté, et tout le flux d'hormones est éjecté vers le bas, il s'accumule en haut, et ça vous fait une croissance plus grande vers le haut. C'est comme ça que votre racine, elle recourbe. Bon, ils ont des petites astuces faciles, et puis après, le sol, c'est très hétérogène, il y a de la nourriture à un endroit, il n'y en a pas à un autre, il y a les horizons de sol, mais même à l'intérieur d'un horizon, ça peut être très variable. Je ne sais pas, il y a eu un cadavre quelque part, il y a plein de nourriture, puis c'est pas ailleurs. Les plantes, elles développent leurs racines que là, il y a de la nourriture. Donc ici, vous avez un végétal qui pousse à travers 3 horizons de sol. Seul celui du centre a du nitrate, de la nourriture, et on voit que la croissance racinaire est bien plus grande à cet endroit-là et pas ailleurs. Ça veut dire qu'elle arrive à pousser localement pour des conditions locales. Donc ça, c'est quand même spectaculaire. Alors, pour finir, c'est bien beau ces racines, ça a avantages, inconvénients, tout ça. Est-ce qu'on peut vivre sans racines? On va se dire, ça fait tellement de belles choses. Bon, alors on a les plantes carnivores. J'étais bien obligé, Frédéric vous a dit, bon, mais je serai bref. C'est vrai que ces plantes, elles ne se nourrissent pas qu'avec leurs racines, parce qu'elles mangent des insectes. Cela dit, pour la plupart, elles ont des racines et elles vivent toutes comme des plantes normales. Elles vivent par la photosynthèse, leur fonctionnement racinaire. En fait, ces insectes qu'elles mangent, c'est des proies qui sont occasionnelles. Elles sont là, elles ne sont pas là. Il y a des entomologistes qui sont plus spécialistes que moi là-dessus. Voilà, la plante ne peut pas mettre un pari de croissance sur le fait qu'il y aura des insectes tous les jours. Les minéraux, ils sont toujours là. Donc elle vit normalement, et s'il y a un insecte, c'est un plus. Et ça lui permet d'avoir un apport de minéraux dans un sol où les racines n'ont pas grand-chose à pomper. Voilà, c'est uniquement ça. Maintenant, là où vous avez des plantes qui poussent sans racines, c'est quand elles reviennent dans le milieu aqueux. Donc on a vu que l'évolution des plantes, si on la regarde de très très loin, elles étaient dans les océans, elles sont allées sur Terre. Il y en a qui reviennent dans l'eau. Et donc quand elles reviennent dans l'eau, elles font le chemin inverse. Donc ici, j'ai pris un exemple d'une plante carnivore, toujours. Alors c'est l'Aldrovanda, qui s'est éteinte en France début des années 70, c'est ça, pas de bêtises. Donc c'est très proche génétiquement de cette Dionéicie. D'ailleurs, ça a des mâchoires qui mangent les animaux à peu près pareil. Et donc, cette plante-là, vous voyez, elle n'a plus de racines du tout. Elle pousse d'un côté, elle meurt de l'autre. Elle avance comme ça, comme un écouvillon. Elle a tous ces petits pièges carnivores qui sont le long. Et là, vous voyez qu'elle a perdu les tiges, elle a perdu la rigidité, elle a perdu les racines. Elle est revenue comme on voit les algues. Là, elle se laisse flotter. L'eau lui met ses feuilles à la surface pour capter la lumière. Et puis les minéraux, ils sont dissous dans l'eau un peu partout, donc ils rentrent dans les feuilles. Il n'y a plus besoin d'avoir une racine spécialisée pour faire tout ça. Voilà. Et je finis par une autre plante carnivore que j'aime beaucoup, de République dominicaine. C'est une pinguicule épiphyte. Donc j'attends que le jardin botanique de Nancy nous fasse pousser ça. Pinguicula casebitoana, voilà, qui vit en épiphyte sur les arbres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.